Bonjour à tous, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez Santé 24, votre émission de santé sur Business 24 qui vous est servie tous les jeudis en 15. Dans cette émission, nous parlons de questions de santé qui vous intéressent certainement. 3 rubriques meublent à cette émission. Il s'agit de Santé Plus, Santé Alternative et la question aux praticiens. Alors aujourd'hui, dans Santé Plus, nous parlerons de la Semaine africaine de vaccination et de l'introduction du VPI2 en ce qui concerne le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire. Dans Santé Alternative, nous parlerons du cancer de la prostate, les solutions de la naturothérapie. Et en fin d'émission, vous poserez vos questions aux praticiens et ça sera sur l'amygdale. Merci et bienvenue à tous. Alors, vous suivez Santé 24 sur Business 24 Africa. Notre premier invité pour la première rubrique de cette émission est installé. Nous allons pour Santé Plus. Et dans Santé Plus, aujourd'hui, nous parlons de la Semaine africaine de vaccination et l'introduction du VPI2. Nous en parlons avec le professeur Aka Lepri Bernardin. Il est épidémiologiste, expert en vaccinologie, maître de conférences agrégé en santé publique, option épidémiologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, chef de service surveillance à la direction de coordination et du programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. Bonjour professeur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors professeur, pouvez-vous nous présenter déjà le programme élargi de vaccination? Merci madame. Je commence par dire merci à Business 24 de me recevoir sur ce plateau. Alors, le programme élargi de vaccination est un programme prioritaire du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il est donc chargé d'assurer la protection des populations les plus vulnérables contre les maladies épidémiques par la vaccination. Alors, quelles sont les missions du programme élargi de vaccination? Alors, donc, la mission du programme, c'est d'assurer la vaccination des populations les plus vulnérables de sorte à éliminer certaines maladies, à faire en sorte qu'on n'ait pas certaines épidémies, de sorte à faire en sorte qu'il n'y ait pas à éradiquer aussi certaines maladies. Quand vous parlez de population cible, on en reviendra pour que vous puissiez nous définir ces différentes populations cibles. Mais déjà, quel est le calendrier vaccinal actuel? Ou bien si vous voulez déjà, on passe sur les différentes populations cibles. Avant de venir sur le calendrier vaccinal, quelles sont les différentes populations cibles? Alors, nous avons les enfants de 0 à 23 mois. Nous avons les femmes enceintes, les jeunes filles qui ont 9 ans, et depuis la vaccination contre la Covid, les enfants de 12 à 17 ans. Ok. Alors, quel est le calendrier vaccinal? Alors, il y a un calendrier pour chaque cible, je suppose. Exact. Donc, le calendrier vaccinal pour tous les enfants, donc de 0 à 23 mois, c'est 6 contacts. Le premier à la naissance, avec 3 antigènes, la hépatite B, le vaccin, le BCG et le VPO0. À 6 semaines, c'est-à-dire à 1 mois et demi, l'enfant va avoir le pentavalent, le vaccin contre le PCV, le vaccin contre le rotavirus, le vaccin contre la polio et le vaccin polio inactivé. À 10 semaines, donc à 2 mois et demi, il va reprendre le vaccin contre le pentavalent, la deuxième dose, le vaccin contre la polio orale, la deuxième dose, le vaccin contre le PCV, deuxième dose, et il va prendre le vaccin contre le rota, deuxième dose. Ensuite, à 14 semaines, donc à 3 mois et demi, il va prendre donc le vaccin contre le pentavalent, donc la troisième dose, le vaccin contre la polio orale, troisième dose, le vaccin contre le PCV, troisième dose, le vaccin contre le polio inactivé, deuxième dose, donc je disais à 14 semaines. À 9 mois, cet enfant-là va prendre 3 vaccins, le vaccin contre la rougeole et la rubéole, contre la fièvre jaune et contre la méningite à méningocoque A. Enfin, à 15 mois, les enfants vont donc bénéficier du vaccin
d'une dose supplémentaire du vaccin contre la rougeole et la rubéole. Ça, c'est pour l'ensemble des enfants de 0 à 23 mois. Ok. Pour les jeunes filles, il y a donc le vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui est fait à 9 ans, donc avec 2 contacts, 2 doses pour le moment. Et puis enfin, vous connaissez bien la cible pour les enfants de 12 à 17 ans pour la polio et pour la Covid, c'est 2 doses, c'est 6 mois grosso modo. Bien sûr, à côté de cela, nous avons les femmes enceintes qui, à leur premier contact, vont recevoir une première dose, 1 mois après une seconde dose, 6 mois après la deuxième dose, une troisième dose, et 1 an après une quatrième dose, et 5 ans après une cinquième dose du vaccin contre la diphtérie et le tétanos. Ah, c'est les femmes enceintes. C'est pour les femmes enceintes. Donc, même après avoir accouché, elles doivent suivre toujours ce calendrier vaccinal. Elles devraient suivre pour prendre les 5 doses de vaccin de sorte à être protégées toute leur vie contre le tétanos. Après l'accouchement, c'est 2 ans après l'accouchement qu'elles doivent prendre... Non, c'est exactement tenant compte de la dose, de la période à laquelle elles ont eu leur dose, elles vont aiguillonner. Donc, au premier contact, elles prennent une première dose. 1 mois après, elles doivent prendre une deuxième dose. Et 6 mois après la deuxième dose, elles doivent prendre la troisième dose. Et donc, plus tard, 1 année après la troisième dose, elles devraient prendre la quatrième dose et enfin prendre la dernière dose, la cinquième dose, donc 1 année après. Donc, ça peut se poursuivre après. Voilà. Bien souvent, on voit bien que... Mais est-ce que les femmes enceintes dans cette période-là suivent? Parce que je me perds un peu quand même au fait. Les femmes enceintes suivent, mais généralement, elles prennent au moins 2 doses. Ah, oui. Et comme la mémoire immunitaire existe, quand elles retombent enceintes, même 2 années ou 3 années après qu'elles viennent prendre, elles prennent leur troisième dose. Et la mémoire immunitaire permet de garder ça en tête de sorte qu'il n'y ait pas de problème. Donc, voilà un peu comment ça se passe en pratique. Ok, bien professeur. Alors, parmi les cibles, vous avez cité aussi les jeunes filles, les fillettes de 9 ans. Ça, c'est une nouvelle cible. Ça a été introduit depuis combien de temps? Et qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'on cible les fillettes de 9 ans? Alors, ça a été introduit depuis 5 ans bientôt. Elles ont été ciblées parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui présentaient des cancers du col de l'utérus. Et lorsqu'on a analysé les germes en cause, on s'est rendu compte qu'il y avait un germe qu'on appelle le human papillomavirus, qu'on retrouvait, qui était cause de ce cancer-là. Et donc, ce vaccin est dirigé contre ce germe-là. L'idéal, donc, c'est que les jeunes filles puissent faire ce vaccin avant les premiers rapports sexuels. Donc, nous, on a établi qu'on pourrait le faire à 9 ans. Pour le moment, on a 2 doses. Une dose et 6 mois après, une autre dose. Donc, voilà un peu ce qui... Mais que répondez-vous aux gens qui disent que c'est pour rendre les Africaines stériles, mais pas qu'elles fassent beaucoup d'enfants, qu'on introduit ce genre de vaccin déjà dès le bas âge, à 9 ans? Non, je ne pense pas que ce soit pour rendre stérile. Vous savez que nous-mêmes, n'allons pas laisser des vaccins rendre stériles nos soeurs, nos mamans, nos cousines, ce n'est pas possible. On est là plutôt pour soigner. Par contre, ce qu'on ne fait pas de bien, ce qu'on ne ferait pas de bien, c'est de savoir qu'il y a un moyen pour lutter contre une maladie et ne pas l'utiliser. Parce qu'après, quand on diagnostique le cancer chez des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est vraiment dommageable de savoir qu'on aurait pu l'éviter parce qu'il existait un moyen. Ok. Avec toute cette stratégie déployée concernant le calendrier vaccinal, avec toute cette stratégie déployée, quels sont vos acquis à l'heure actuelle? Alors, beaucoup d'acquis, beaucoup de décès évités, beaucoup de maladies évitées. Dans le monde, pour la rougeole seule, on a plus de 15 millions de décès évités. Pour la polio, il y a 30 ans, on comptait 325 000 enfants paralysés. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On a même déclaré pour la Côte d'Ivoire le pays libre de poliomyélite. On a en Côte d'Ivoire en 2013 déclaré l'élimination du tétanos néonatal. C'est vraiment quelque chose de gagné. Avant, lorsque nous avions beaucoup, il y avait beaucoup de cas de rougeole, beaucoup de décès. On disait d'ailleurs même qu'avant, il ne fallait pas compter ses enfants tant que la rougeole n'était pas passée. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. On a, c'est vrai, des flambées épidémiques, mais ce n'est pas des flambées meurtrières. Et ça c'est à mettre aux acquis, à ce que le programme a pu acquérir, ce que la Côte d'Ivoire a pu obtenir au niveau du programme élargi de vaccination.
Ok. Alors, il y a un événement qui arrive à grands pas, qui se déroulera du 24 au 30 avril 2023. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est la semaine africaine de la vaccination, une manifestation qui a été instituée par l'OMS depuis 11 ans. Donc, nous sommes à la 11e édition. Et chaque année, à la dernière semaine du mois d'avril, nous avons donc la semaine africaine de la vaccination qui permet en fait de regarder les performances, de faire en sorte que tout le monde s'implique dans la vaccination dans l'ensemble des pays. Alors, c'est une semaine africaine, donc ça veut dire que c'est fait en liaison avec les autres pays, c'est synchronisé. Ok. Et c'est même synchronisé avec les autres régions de l'OMS. C'est mondial. C'est mondial. Le Ce qu'on même est jour, la la semaine même mondiale période. de la vaccination. Donc, une période est déterminée pour parler de la vaccination, pour impliquer la population et toutes les parties prenantes dans la vaccination. Alors, il y aura un thème certainement. Oui, pour la Côte, c'est le grand rattrapage. C'est le grand Pour la rattrapage. Côte d'Ivoire, chaque pays a son thème. Pour tous les pays, c'est le grand rattrapage. Ok. Alors, pour la région africaine, donc, c'est le grand rattrapage pour tout le monde. Voilà. Pourquoi ce thème? Alors, parce que vous êtes sans savoir qu'en 2019, nous avons connu une pandémie, 2019-2020. En 2020, nous avons tous observé la fermeture des centres de santé avec une réduction de l'offre de vaccination. Et donc, il y a eu moins d'enfants vaccinés. Beaucoup d'enfants n'ont pas été vaccinés durant la pandémie à Covid. C'est vrai qu'en 2021, il y a eu des frémissements. On a tenté de reprendre les choses, mais depuis lors, beaucoup d'enfants n'ont pas été vaccinés. Et on a remarqué une résurgence d'un certain nombre de maladies. La poliomyélite, beaucoup de cas de rougeole dans nos pays. Et tout ça montre bien que beaucoup d'enfants ont été manqués durant cette période-là. Donc, le grand rattrapage, c'est une période pour rattraper tous les enfants qui auraient dû prendre leur vaccination et qui n'ont pas pris. Et ça va se faire quand en Côte d'Ivoire, le grand rattrapage du 24 au 30 avril. Ça se fait comment pour rattraper tout ça? Est-ce qu'ils ont déjà été recensés? Ceux qui n'ont pas pu faire, les enfants qui n'ont pas, pendant cette période de Covid, eu leur dose de vaccin, on les a recensés. Où est-ce qu'ils sont et comment on compte rattraper? Alors, plusieurs axes pour rattraper. Le premier élément, pour rattraper, il faut savoir qui n'a pas reçu sa dose. Oui. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup de communication à faire en communauté. Donc, les agents de santé communautaire vont passer dans les quartiers pour vérifier le statut vaccinal des enfants, pour identifier tous les enfants qui n'ont pas un bon statut vaccinal. Tous ceux qui ont besoin de prendre des doses seront identifiés et les équipes passeront. On invitera ces personnes-là donc à aller dans le point de vaccination. Donc, premier élément, faire en sorte d'améliorer la génération de la demande, faire en sorte que chaque enfant, chaque parent réclame la vaccination pour son fils pour être sûr que son fils est protégé. Deuxième axe, c'est de faire en sorte que les services de vaccination soient démultipliés. Donc, rapprocher les services de vaccination de la population. Donc, par exemple, quand vous prenez à Bobo, dans les zones comme Dautré, nous avons une grande zone sans centre de santé. Nous allons faire en sorte de mettre des postes de vaccination et faire en sorte que les populations puissent être informées de l'existence de ces postes de vaccination. Donc, faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de parcourir beaucoup de kilomètres pour avoir accès à la vaccination. Donc, voilà les deux axes. À côté de cela, nous comptons sur l'ensemble des parties prenantes. La société civile, les collectivités décentralisées. Tout le monde devra aider à l'identification et au rattrapage de ces enfants-là. Donc, le chef du village, le chef du quartier devrait pouvoir s'assurer que les sujets sous sa coupole ont été correctement vaccinés, ont un bon statut vaccinal, parce qu'un seul enfant non vacciné, et on peut exposer l'ensemble Et des tout enfants. ça, le recensement des enfants qui n'ont pas été vaccinés, les sensibiliser à aller vers les zones de vaccination, tout ça, ça se fera dans la semaine africaine de vaccination, ou bien ça a déjà commencé, la campagne a déjà commencé, et c'est pendant la semaine de vaccination qu'on va effectivement vacciner les enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on fait d'habitude. Donc, ça a déjà commencé, mais on va intensifier cette stratégie. Pendant la période, on va l'intensifier et même après, on va le faire. Okay. L'idéal, c'est de faire tout pour que les parents comprennent bien qu'il faut faire vacciner les enfants et profitent pour faire en sorte que les enfants soient bien vaccinés. Ok, ça rassure qu'après même la semaine africaine de vaccination, qu'on continue à introduire la dose auprès des enfants. Voilà. Alors, docteur,
professeur, pas professeur, on continue dans notre échange. De quel nouveau vaccin s'agit-il? Alors, donc, la semaine africaine de la vaccination en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr ce dont on vient de parler, le grand rattrapage, mais c'est à côté de cela aussi l'introduction d'un nouveau vaccin. Qui, en réalité, c'est un vaccin qu'on a déjà dans notre vaccination de routine. Donc, nous allons introduire une deuxième dose du vaccin polio inactivé dans la vaccination de routine. Jusqu'à maintenant, on le faisait à 14 semaines. Mais avec l'introduction de la seconde dose, on va avoir ce vaccin-là à 6 semaines et à 14 semaines. Donc, c'est nouveau. Hein. La dose, c'est une deuxième dose, mais c'est un vaccin qui lutte contre la poliomyélite. Vous savez que la poliomyélite, c'est une maladie qui est grave, une maladie qui est grave et qui entraîne une infirmité irréversible. Voilà. Alors, docteur, parlons de la semaine africaine de vaccination. Elle se tiendra où? Elle se déroulera quand et où? Quand on sait, c'est du 24 au 30 avril, mais où exactement? Alors, la semaine africaine de la vaccination va se tenir dans l'ensemble des 113 districts de Côte d'Ivoire. Okay. Le lancement officiel va se tenir dans le district sanitaire d'Abobo-Est, à Boboté, sur la place Nyando, donc le 24 avril, sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Alors, docteur, on va vers... professeur, pardon, j'ai l'habitude de recevoir des docteurs ici. Je reçois très rarement des professeurs, donc excusez-moi. Alors, professeur, on va vers la fin de notre échange. Quelles sont les cibles concernées par la seconde dose? C'est toujours la même cible que celle habituelle, au fait? C'est les enfants de 0 à 23 mois, mais cette dose est administrée à 14 semaines. Donc, pour la polio, pour la première dose du vaccin polio, pour la polio, il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin polio oral, ce qu'on utilise dans tout ce qui est JNV polio, et puis il y a le vaccin polio inactivé, qui lui est injectable, donc lui n'est pas oral. Ce vaccin polio inactivé va être administré à 6 et à 14 semaines aux enfants. Donc, première dose à 6 semaines, deuxième dose à 14 semaines de vie. Alors, docteur, nous sommes à la fin de notre échange. Là, je vous permets de parler directement à nos téléspectateurs pour lancer un dernier mot à tous ceux qui nous suivent. Merci, madame. Alors, je voulais donc exhorter toute la population à vacciner, à faire vacciner les enfants et à se faire vacciner. Il a été démontré que la vaccination est un excellent outil de lutte contre la maladie, contre les maladies évitables par la vaccination. Donc, vaccinons encore et vaccinons toujours. Vaccinons parce que l'État a pris toutes ces dispositions pour mettre à la disposition de la population l'ensemble des vaccins. Et c'est gratuit. Donc, il serait dommage qu'on ne puisse pas utiliser un excellent outil de lutte contre la maladie alors que cela est disponible. Donc, nous comptons sur les parents, sur les mamans, sur les papas, sur les oncles, sur les chefs du village, les chefs de communauté pour s'assurer que nos enfants qui sont l'avenir du pays pour demain, sont bien vaccinés, donc seront en bonne santé pour pouvoir diriger notre pays. Merci beaucoup, professeur Akalepri Bernardin Niquez. Vous êtes épidémiologiste, je reprends. Merci beaucoup, professeur Akalepri Bernardin Niquez. Vous êtes épidémiologiste, expert en vaccinologie, maître de conférences agrégé en santé publique, option épidémiologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, chef de service surveillance à la direction de coordination du programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous parlions aujourd'hui de la semaine africaine de vaccination et de l'introduction du VPI2. Merci beaucoup. Place à présent, à notre deuxième rubrique et avec notre invité du jour, nous parlerons du cancer de la prostate, les solutions de la naturothérapie.
Notre second invité est déjà installé. Il s'agit du docteur Tano Adou Albert. Il est naturothérapeute. On l'appelle l'homme qui défie le cancer de la prostate. Bienvenue sur notre plateau, docteur. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, nous parlons aujourd'hui du cancer de la prostate, les solutions de la naturothérapie. Je voudrais déjà qu'on dise, docteur, qu'est-ce que le cancer de la prostate? Le cancer de la prostate, c'est une tumeur maligne due au développement du cancer de la prostate qu'on appelle le cancer de la prostate. Maintenant, elle se développe à travers les cellules de la prostate. C'est pour cela qu'on appelle le cancer de la prostate. La prostate même se situe où, docteur? La prostate, c'est une glande de l'appareil génital masculin qui régule l'urine et le sperme. Et c'est comme le robinet, la tête du robinet qui permet de faire passer l'urine sans problème. Maintenant, quand il prend de l'âge, c'est ça, il se développe. Il y a un développement qui soit un problème de cancer qui se développe, qui rétrécit l'urètre, qui fait que l'urine passe difficilement. Et on a des douleurs dans les articulations, on a des douleurs dans les os, surtout au niveau de la hanche, au niveau du bas-ventre, quand on émet les urines de façon démesurée. C'est-à-dire, durant la nuit, on peut pisser plus de 5-10 fois pour aller uriner. À chaque fois, la vessie n'est jamais vide. Et même si elle se vide aussi, elle se vide difficilement. Avec la fréquence très, très rapprochée. Là, vous nous parlez des causes du cancer de la prostate. C'est ça. Alors, on va revenir là-dessus parce que pour le bonheur de nos téléspectateurs, mais je voudrais déjà qu'on parle des symptômes du cancer de la prostate. Les symptômes du cancer de la prostate, c'est surtout les douleurs au niveau des os, les douleurs au niveau du bas-ventre, l'émission difficile de l'urine. C'est-à-dire qu'on a envie d'uriner, mais quand on s'arrête, l'urine refuse de venir. Il prend son temps pour venir à contre-goutte un peu, et ça sort difficilement. Ça ne sort pas par jet. Ou bien ça sort en désordre, comme un arrosoir qui est en train d'arroser les fleurs. Ou bien ça bloque carrément. On veut uriner, l'urine refuse de venir. On est obligé de mettre la sonde pour faire passer l'urine. C'est que c'est arrivé à un stade vraiment grave qu'il faut faire quelque chose rapidement. Sinon, si on ne met pas la sonde, ça peut tuer la personne. Parce que ça va faire retourner l'urine au niveau des reins, déranger les organes vitaux. Alors, docteur, les causes du cancer de la prostate, vous avez énuméré tout à l'heure l'âge. Vous dites que c'est dû au vieillissement de la prostate elle-même, voilà, de l'organe. Voilà. Donc, ce que je voudrais savoir, est-ce que tous les hommes sont susceptibles déjà de faire le cancer de la prostate? Tous les hommes ne Parce que si c'est dû à l'âge, tout le monde va vieillir. C'est ça. Tout le monde n'est pas susceptible à avoir le cancer de la prostate, mais la majorité, près de 80% des hommes développent un cancer de la prostate à un certain âge. Mais surtout ceux qui ont les parents qui ont eu cette maladie, qui ont eu le cancer de la prostate. Donc c'est héréditaire. Qui sont morts de cette maladie. C'est une maladie héréditaire. Et là, ceux qui ont leurs parents qui sont morts de cette maladie, après 50 ans, 60 ans, n'ont qu'à faire soit la prévention ou bien le traitement, sinon ils vont avoir cette maladie à tous les coups. Ok, ça c'est l'une des causes. Est-ce qu'on peut énumérer comme cause aussi de la prostate le fait qu'on ait eu une activité sexuelle très intense lorsqu'on était un peu plus jeune? Ça n'a aucun sens dans ce domaine. Même si on est plus jeune, qu'on fait beaucoup plus de rapports à un âge avancé. Si ton papa ou bien ton grand-père n'a pas cette maladie, tu ne peux pas avoir cette maladie. Donc la cause principale, c'est l'hérédité. C'est l'hérédité. Et puis, c'est un certain âge avancé quand on est d'une famille qui a eu cette maladie.
Et très souvent aussi, surtout les infections urinaires mal traitées favorisent cette maladie. Les hémorroïdes qui sont mal traitées aussi favorisent cette maladie à un certain âge. Très bien. Alors, intéressons-nous maintenant, docteur, au traitement du cancer de la prostate. Déjà, est-ce que le cancer de la prostate tue? Le cancer de la prostate est une maladie qui tue. C'est pour cela qu'on dit le cancer maligne, c'est-à-dire un cancer qui tue si on ne se traite pas. Très bien. Alors, pour parler du traitement, quelles sont les solutions de la naturothérapie? Les meilleures solutions sont les solutions de la naturothérapie ou de la médecine naturelle traditionnelle. Elle ne fait que boire les médicaments et faire souvent, boire simplement. Chez nous, on ne fait que boire les médicaments et souvent faire des suppositoires qui permettent de neutraliser, de faire fondre la prostate pour qu'elle soit évacuée pour éviter les opérations. Sinon, l'hôpital, c'est l'opération, seulement la chirurgie qu'ils savent faire. Mais chez nous, c'est boire les médicaments, faire souvent des suppositoires pour faire passer la prostatite afin que la personne retrouve sa virilité sexuelle et tout ça. Parce que cette maladie, une fois que tu l'as, sexuellement, tu ne réponds plus. Parce que à chaque fois, tu ne fais qu'aller pisser, tu n'as plus de force pour pouvoir satisfaire ta partenaire. Ceux qui se sentent faibles sexuellement, la majorité n'ont qu'à soupçonner la prostate, les hémorroïdes et les infections mal traitées. Ils n'ont qu'à venir nous voir, nous allons guérir toutes ces maladies-là pour leur permettre d'être en bonne santé et d'épicer régulièrement, de satisfaire leur partenaire, quel que soit l'âge. Combien de temps pour une personne qui souffre du cancer de la prostate, combien de temps dure le traitement avec vous? Le traitement, la majorité, c'est 2 mois. Mais quand c'est devenu cancéreuse, que la personne n'a pas assez de force pour boire les médicaments comme il se doit, ça peut mettre 3 mois, 6 mois. Très souvent, en espace d'1 an, quelle que soit la chronicité, on a l'assurance d'avoir la guérison définitive. Même si on a mis sonde, ça fait 20 ans, la personne pisse du sang, il y a du sperme, du sang dans le sperme, il y a du sang à travers les selles, tout ça. C'est-à-dire que le cancer est devenu très chronique, il a des douleurs, il ne peut même pas bien marcher. Entre 6 mois et 1 an, il a la guérison définitive. Définitive, il est guéri et il reprend ses activités sexuelles. Et on enlève la sonde à partir du 2e, 3e mois, même si la sonde a mis 10 ans, 20 ans, en 3 mois ou plus de 4 mois, la sonde est enlevée et puis l'urine passe inaperçue. Et les plaies se guérissent progressivement pour qu'il puisse reprendre sa vie sexuelle même à 90 ans. Les plantes que vous utilisez, est-ce qu'on peut en parler? C'est des plantes qui ont été étudiées, qui ont été élaborées avec minutie et que nos grands-parents, nos aïeux ont utilisées pour soigner ces maladies ou d'autres maladies que nous avons aménagées, améliorées à travers nos recherches. Parce que, comme on le dit, comme on m'appelle, le docteur, on m'appelle M. Adou, dit le docteur Adou, le chercheur qui trouve. Nous avons trouvé beaucoup de recettes. C'est pour cela que nous venons en parler de cette maladie chronique qui tue nos personnalités, nos illustres personnes en Côte d'Ivoire. À travers le monde, tous ces médicaments que nous fabriquons, c'est des médicaments bio, 100% naturels. Et nous avons étudié toutes les plantes, tous ceux qui sont toxiques, on les met de côté. Et nous avons aussi des plantes qui nous permettent de fabriquer des médicaments 100% bio et neutraliser toutes les plantes qui sont toxiques. Parce qu'il y a des plantes toxiques que Dieu nous a révélées qui nous permettent de neutraliser les autres qui sont toxiques pour que le médicament que nous préparons soit efficace et accepté par tous. Est-ce que vous avez l'aval du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire? Nous avons l'aval du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire et à travers même l'OMS, parce que mes produits ont été sélectionnés parmi près de 350 médicaments à travers pour tous les tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Pour moi, est sorti meilleur parmi eux tous. Et ça a été suivi à l'université pour faire des thèses de doctorat. Près de 9 thèses de doctorat ont été faites sur mes médicaments. Et j'ai eu un brevet
d'invention, un certificat de qualité, un prix d'excellence. Et mes produits répondent aux normes des produits pharmaceutiques internationaux. Le dosage est inscrit sur chaque médicament. Sur chaque médicament. Et depuis 38 ans que je prends pour guérir des malades. Avant même la mort du fouet, je fabriquais ces médicaments pour guérir les malades. La mort du fouet du premier président de la République de Côte d'Ivoire en 1993. C'est ça. Je guérissais les prostatites, mais ces personnalités, on n'a pas la chance de les approcher pour qu'ils essaient nos médicaments. Je leur dis, si eux-mêmes n'ont pas le courage de venir, ils n'ont qu'à envoyer certains de leurs connaissances, leurs chauffeurs, leurs boys, pour qu'ils viennent payer pour aller les guérir. Parce que ou même vous appelez directement pour que vous vous déplaciez. Et à la fin de cette émission, on pourra déjà voir vos contacts, votre contact téléphonique et puis même qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, docteur, certainement vous guérissez le cancer de la prostate, mais il y a des moyens de prévention, je suppose. Il ne faut pas attendre forcément de tomber malade pour chercher la guérison. Il y a des moyens de prévention. Quels sont ces moyens de prévention de la prostate, du cancer de la prostate? Pour prévenir le cancer de la prostate, vous avez plusieurs produits qui permettent aux malades de se soigner pour éviter de tomber malade. Et ces produits tels que Sarenta, Hémopapie, les catatiers, les ditosines, tout ça là, il y a un nouveau qu'on appelle le Prostat. Lui, tous ces produits-là, on peut les prendre de façon préventive. Des produits de façon préventive pour guérir ces malades-là et pour prévenir ces malades. Et en faisant la prévention, non seulement on évite l'AVC, le diabète, les constipations chroniques, les hémorroïdes, les colopathies, tout ça là, en faisant la prévention, on traite toutes ces différentes autres maladies là. Donc la prévention est beaucoup moins chère qu'on attend que le mal s'accentue pour traiter. J'encourage tous ceux qui ont plus de 40 ans ou 45 ans ou au-delà de 60 ans de venir faire la prévention parce qu'on ne sait jamais. Quand ça te prend, tu ne fais pas attention, ça va bousiller les reins et on ne peut plus rien faire. Les opérations ne font que aménager, mais ça ne guérit pas définitivement. Ok. Alors, docteur, nous sommes à la fin de notre échange. Quels sont les contacts pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie, qui voudraient bien se faire soigner et avoir la guérison? Pour ceux qui veulent prévenir cette maladie, on vous joint à quel numéro? Pour me trouver, nous sommes sur la voie d'Alépé, derrière la pharmacie Biabou Mosquée. Bien dit, nous sommes à Bobo, sur la voie d'Alépé, derrière la pharmacie Biabou Mosquée. Maintenant, nous avons le contact, c'est le 07, c'est-à-dire 2 fois 07, 54, 79, 60. 07, 54, 79, 60. Vous avez aussi les 01, 40, 44, 09 00. Mais ma ligne privée, c'est le 05. Ligne privée, c'est 05 01 94 77 13. 05 01 94 77 13. Merci beaucoup, docteur Tano Adou Albert. Je rappelle que vous êtes naturothérapeute et qu'avec vous, nous avons parlé aujourd'hui du cancer de la prostate, les solutions de la naturothérapie. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission, ou du moins presque à la fin de cette émission. Nous allons pour la 3e rubrique qui est la question aux praticiens aujourd'hui. Cette question, les questions aux praticiens portent sur l'amygdale. Qu'est-ce que l'amygdale, par exemple? Ce sont ce genre de questions que nos téléspectateurs pourront poser. Et notre praticien du jour est nul autre que le docteur Moyo Annie Sorel qui répond à vos questions. Bonjour docteur, je suis Mme Trazier, je vous suis depuis la France. Je voudrais savoir s'il vous plaît si les amygdales repoussent après l'ablation. Merci. Bonjour docteur, je suis Kwame Grace Emmanuel et ma question est la suivante. Il faudrait soigner l'amygdale pour l'enlever.
L'amygdale, ce n'est pas une maladie. L'amygdale, c'est une formation anatomique. On appelle ça les organes lymphoïdes. Ce sont des organes lymphoïdes qui sont situés le long de la paroi pharyngée. Voilà. En fonction de la localisation dans le pharynx, on a plusieurs types d'amygdales. On a les amygdales pharyngées qui sont situées en arrière des fosses nasales, dont l'hypertrophie va donner ce qu'on appelle les végétations adénoïdes. On a les amygdales palatines qui sont situées au fond de la gorge. Ce sont deux formations en forme d'amande qui sont situées au fond de la gorge. On a les amygdales tubaires qui sont situées à l'entrée de l'orifice des trompes, de la trompe auditive, qui permet la communication entre les fosses nasales et l'oreille moyenne. Et les amygdales linguales situées au niveau de la base de la langue dans l'oropharynx. En général, de la naissance à l'âge de 6 mois dans le sang de l'enfant, l'enfant possède les anticorps maternels qui le protègent contre les infections. Donc à partir de 6 mois, l'enfant va commencer à construire lui-même sa propre immunité. Cela va passer par des infections à répétition. Et ces infections vont solliciter la présence des amygdales qui sont la première ligne de défense contre les infections. Et cette stimulation, à chaque fois qu'il y a une infection, les amygdales vont répondre pour défendre l'organisme et il y aura pour conséquence une augmentation du volume des amygdales, notamment au niveau des amygdales pharyngées et des amygdales palatines. Et cette augmentation de volume va entraîner une obstruction au niveau des voies aériennes et c'est ça qui va entraîner un retentissement sur la fonction respiratoire. En ce qui concerne les végétations adénoïdes, la symptomatologie est essentiellement au niveau de ça concerne essentiellement les troubles de la respiration. Bon, il s'agit d'une symptomatologie qui est très bruyante, surtout pendant le sommeil. Ce sont des enfants qui vont présenter un sommeil très agité et interrompu. On aura ce qu'on appelle un syndrome d'apnée, le syndrome d'apnée du sommeil, qui est caractérisé par un arrêt, des pauses respiratoires qui peuvent aller au-delà de 5 secondes. Voilà. Et le patient va présenter ce qu'on appelle une ronchopathie. Ça veut dire des ronflements vraiment très intenses, voilà, entrecoupés avec des pauses respiratoires. Les apnées du sommeil pouvant engager le pronostic vital de l'enfant. En plus de ces signes, on aura un enfant qui aura la bouche toujours ouverte, même pendant le sommeil, avec les crachats qui vont s'écouler de la bouche. L'enfant va chercher de l'air. Puisque l'air ne peut pas passer par les fosses nasales, l'enfant va chercher de l'air en ouvrant la bouche pendant le sommeil. Maintenant, dans la journée, il y a d'autres signes qui sont beaucoup plus discrets. Un enfant qui n'a pas dormi la nuit, sûrement dans la journée, il y aura soit de la somnolence, soit de l'agitation et de la nervosité. Beaucoup de fatigue. Il y a des enfants qui vont présenter des céphalées matinales. Et en plus de ça, on aura les troubles de l'alimentation. Parce que l'enfant, la déglutition liée à l'obstruction va être difficile, surtout des aliments solides. Donc, ce sont les enfants qui vont présenter un amaigrissement. À côté de ça aussi, on a les troubles de la croissance des os de la face qui vont entraîner une déformation du faciès, entraînant ce qu'on appelle un faciès adénoïdien qui est caractéristique lorsqu'on voit l'enfant. Maintenant, concernant la pathologie infectieuse au niveau des amygdales palatines, les signes, c'est d'abord la douleur. Un enfant qui a une angine va avoir mal. Il y a la douleur, il y a la fièvre, les difficultés à déglutir, avec une sensation de corps étranger dans la gorge. On peut avoir des crachats mêlés à du sang. On peut avoir l'émission de petites croûtes blanchâtres qu'on appelle caséum. Lorsqu'on a des végétations adénoïdes qui sont peu ou pas symptomatiques, on peut observer et traiter parce que ça va être responsable des rhinites à répétition. On prend en charge les rhinites à répétition et on surveille le malade. Mais lorsque cette pathologie a un retentissement sur la respiration, parce que à ce moment, le pronostic vital de l'enfant est engagé. En ce moment, on doit faire une intervention chirurgicale pour faire l'ablation des amygdales. Mais maintenant, dans la pathologie infectieuse, c'est la même chose dans les cas des angines. Le traitement se fait avec les antibiotiques et les anti-inflammatoires avec les antalgiques. Mais lorsque on a un phénomène de répétition des crises angineuses, on recommande de faire une ablation des amygdales. Les risques peuvent concerner non seulement l'acte chirurgical lui-même, ou bien les risques peuvent être liés à l'anesthésie.
En ce qui concerne les risques liés à l'acte chirurgical, c'est essentiellement le risque hémorragique. Voilà, l'enfant peut saigner après l'intervention chirurgicale et ce jusqu'à 15 jours même après l'intervention. C'est la raison pour laquelle on doit donner des conseils hygiéno-diététiques par rapport à l'alimentation, ne pas entraîner une irritation de la plaie et un saignement. Et ce saignement peut engager le pronostic vital de l'enfant. L'enfant peut perdre beaucoup de sang et faire un choc. Il y a d'autres complications qu'on peut avoir, mais qui sont mineures. On peut avoir des petites plaies au niveau de la langue, au niveau de la bouche. Pendant l'intubation, on peut avoir une dent de lait qui peut sauter. On peut avoir une complication infectieuse, mais c'est extrêmement rare parce qu'on met le malade sous antibiotiques après l'intervention chirurgicale. Oui, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Pour les végétations, ça peut se repousser dans le cas où l'enfant peut-être on va faire l'intervention très tôt, quand l'enfant a moins de 2 ans, l'enfant est très jeune, puisque la physiopathologie, c'est la réaction de l'organisme aux défenses. L'enfant se défend. Donc si les végétations surviennent à un âge relativement tôt, un enfant de moins, par exemple, un enfant de moins d'1 an, la semaine passée, on a fait une opération chez un enfant de 11 mois. Cet enfant peut probablement faire une autre crise de végétation adénoïde parce qu'à force de la stimulation, parce qu'un enfant n'a pas fini de construire son immunité, ça peut arriver, mais ce sont des cas qui sont rares. Maintenant, au niveau des amygdales palatines, lorsqu'on enlève les amygdales palatines, ça peut, si on oublie un moignon, ça veut dire qu'on enlève les amygdales et puis il y a un petit reste qu'on oublie. Ce petit reste peut être à l'origine des infections à répétition et ça peut faire repousser l'amygdale. Mais ce sont des cas qui sont très rares. Merci beaucoup au docteur Moyo Anis-Sorel qui a répondu aux questions de nos téléspectateurs. C'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis et restez scotchés sur Business 24 Africa. À très bientôt.